ne reste plus grand-chose à dire, si ce n'est toute la joie et la satisfaction que d'avoir été avec vous ce matin, que d'avoir accompagné une partie d'entre vous qui ont su prendre leurs baskets, leurs chaussures de montagne et aller se balader sur le sentier. Cette portion de sentier que le maire nous a expliqué. La volonté de faire revivre ce sentier, c'est véritablement la liaison avec Guillaume, avec les gorges de Daluy. Et là, nous sommes au cœur du sujet. Sujet que nous avons évoqué sous l'autorité de Thierry Schwab, qui nous racontait les 280 millions d'années d'existence de ces roches rouges des gorges de Daluy, avec moultes explications, et je me réjouissais que nous ayons pu parcourir ce chemin avec Michel Feuillade, que je salue. Michel Feuillade a été un grand guide, est un grand guide de France. Il est aujourd'hui à Saint-Jeannet. Quand je le disais tout à l'heure, quand nous en parlions, il me fait penser à René de Maison, à de Boissou. Il y a véritablement cette tradition qui fait que nous pensons au chevalier Victor de Sessols lorsqu'il gravissait les aiguilles de Pélins. Mon cher Christophe Magliano, on est en compte là-dessus parce que nous avons essayé, j'ai en tout cas essayé avec la complicité de Christophe Magliano de gravir le pilier central des aiguilles de Pélins et nous ne sommes arrivés que sur le pilier gauche. Reste donc un pilier à conquérir. Nous étions avec le maire d'Antron, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'excuse de ne pouvoir être avec nous, Pierre Tardieu. Et allez, on va dire que des raisons climatologiques nous ont empêchés de monter au sommet, mais nous y reviendrons. Monsieur le Président, je suis ravi de se revoir à Daluis pour cette belle journée. Puis je tiens à vous remercier pour l'aide que le département nous a apportée pour la réalisation de ce film, des alpinistes du 06, quoi. C'est une belle reconnaissance que le Conseil départemental des Alpes-Maritimes apporte au milieu de l'alpinisme, au milieu de la montagne, en participant financièrement, bien évidemment, par une aide, par une subvention, à cette réalisation. Conscient que nous sommes, que les grands guides, tout dont tu fais partie, merci, a mis dans le département des Alpes-Maritimes une notation particulièrement importante. Et on se souvient de notre héritage avec le chevalier Victor de Sessols en 1905, pas très loin de chez nous, avec ceux qui ont gravi en premier les aiguilles de Pélins, avec le guide Plente, avec énormément d'engouement à l'époque de ceux qui regardaient, parce que peu nombreux étaient de ceux qui faisaient. C'était les explorateurs. C'était les explorateurs. Aujourd'hui, le département des Alpes-Maritimes a poursuivi sur ce chemin, sur le chemin que tu as tracé, sur le chemin de ceux que tu as suivis, avec des grands noms aussi, Gaston Rebuffat, avec tous ceux qui sont Morisset, Grinda, tout cela reste dans notre mémoire et sont implantés sur Saint-Jeannet, mais ont un pied dans la montagne. Et la montagne, c'est ce qui fait aussi la caractéristique des Alpes-Maritimes. Alors je me réjouis que l'on puisse apporter un soutien à la réalisation d'un film qui marque les grandes voies, les beaux exploits réalisés par le milieu de l'alpinisme. Mais je tiens à te remercier, je vais employer le tutoiement. Je crois que c'est mieux. Voilà, mais merci beaucoup. Et c'est plus simple, on est très fiers d'avoir été dans un département où, je dirais, au-delà de toute donnée politique, où les élus ont été souvent originaires de la montagne et ne l'ont pas oublié. Moi, je peux témoigner, ayant été dans toutes les Alpes et ailleurs, que vous avez fait du bon travail. La seule politique en montagne, c'est la politique de l'homme. Merci. Merci, Michel. À gauche, le Mont Blanc du Tacu qui apparaît. Et naturellement, le Mont Blanc face à nous. L'aiguille du Midi avec les aiguilles de Chamonix. Dans ce film, nous devions de venir à Chamonix parce qu'il y a des gens des 06, des Alpes méridionales, qui ont eu des grandes carrières à Chamonix et particulièrement Jean Franco, King Gurekian, Guy Dufour, Béraud et d'autres qu'on va vous présenter.
Anselme, je suis heureux de me retrouver à Chamonix, à l'École nationale. Et puis heureux de te retrouver parce que tu es, j'ose pas dire un vieux professeur, mais un peu. Et je voudrais parler du début de l'École nationale, mais des Niçois, naturellement. Je voudrais parler de l'époque de Jean Franco. Bien sûr. Voilà. Grand directeur, évidemment. Le premier vraiment, on va dire, exceptionnel dans sa qualité d'alpiniste. Meneur d'expéditions ô combien victorieuses, au Janus, Macalou, 2 fois, etc. Et puis qui est un directeur, le premier très actif de ces années où l'alpinisme et le ski ont vraiment débuté partout dans les Alpes, dans les stations de sport d'hiver, etc. C'est l'après-guerre. Ils ont grimpé à Saint-Janet, dans le Mercantour, dans l'Oisan. Et puis Jean doit arriver en, je ne sais plus, en 50, il est nommé en directeur dans les années 50. Il y a la loi de 48 sur les guides qui existe aussi, il y a beaucoup de travail qui est fait, mais il y en a d'autres. Je pense à Guéricain, je pense à Jean Théron, Keane, grand alpiniste ça. Oui. Hein? Nombre de premières. Nombre de premières. Et puis il y a quelqu'un que tu as bien connu aussi, et moi que j'ai bien connu, c'est Guy Dufour. Bien sûr, Guy. Oui, on a bien travaillé ensemble. Il est venu prof à l'année, il était au départ seulement l'été, puis après il est venu à l'année. Et c'est malheureusement à ski qu'on était là pour le chercher. C'est terrible parce qu'il avait des Arvas en essai dans son sac, qui n'étaient pas branchés parce qu'ils étaient à l'essai. Et il est mort presque devant nos yeux. Devant nos yeux, oui. Et c'est terrible, il était dans un creux, alors que heureusement tous les stagiaires qui étaient avec lui, qui ont démarré cette plaque avant, ont été retrouvés relativement tôt et ils n'ont pas été perturbés. Alors que, enfin plus que ça, alors que lui a été retrouvé un petit peu plus tard, trop tard, et dommage. Dans le couloir de la Lière. Exactement. Tu as été aussi un très grand skieur. Tu as été un très grand skieur de l'époque que j'ai bien connue, moi, ici. Je grimpais dans le coin, et toi, c'était le ski aussi. Oui, alors j'aimais bien faire, c'était ce qu'on appelait à l'époque le ski alpinisme, mais pas avec un dossard sur le dos. On appelait ça le ski extrême aussi. Le ski extrême après, parce qu'au départ, c'était ski alpinisme, qui est une forme, pour moi, c'est une forme d'alpinisme, le ski extrême. Parce qu'on monte avec le bout des crampons et on redescend en ski. C'est ça qui étonnait la plupart des gens, parce qu'on allait sur la neige dure dès le départ. Couloir Wimper, etc. C'était au mois de juillet, tentative au Cordier au mois d'août, avec la neige très dure. Et moi j'ai connu aussi cette période merveilleuse, mais moi j'étais plutôt dans les hivernales. Oui, bien sûr. C'était quand même... Avec l'équipe extraordinaire du grand leader Yannick Seigneur. Et puis tous les autres. C'était une sacrée époque que vous avez vécue là aussi. Vous étiez comme mes grands frères, parce que j'avais un très bon ami, qui est pratiquement un grand frère, avec qui j'ai grimpé tout de suite, Dominique Mollaret, qui est mort beaucoup trop tôt, et qui était dans votre équipe naturellement. Quand il était à l'EHM. Dominique, s'il n'a pas cet accident à Peutray, il aurait été effectivement... de l'école de Peutray, probablement des Joras. Et à mon sens, il pouvait aller beaucoup plus haut. Oui, et il rêvait d'ailleurs de faire partie des gens, des experts. Il rêvait de ça et c'était son but, malheureusement. C'était trop tôt. Il était très très ambitieux sur cette première qui voulait faire vraiment la première traversée entière, intégrale de l'arête de Peutray. Absolument. Et c'est René de Maison qui l'a faite légèrement derrière. Et oui, et il y a eu Joël Cocognot qui a fait une tentative également. De Marseille. Écoute, Anselme, un grand plaisir de te retrouver. Et puis d'être dans cette école que j'ai connue en 62, mais c'était la vieille. Oui, et moi j'ai passé mes diplômes dans la vieille, évidemment. J'ai enseigné un hiver dans la vieille, au lendemain de mon accident très grave. Et quel merveilleux souvenir de la vieille avec tous les anciens
qui étaient tous les Foliguet, tous les Contamine, tous les Tio, tous ces gens-là qui étaient souvent à la fois Charles Bozon, très champion du monde. Bien sûr. Moi, je n'ai De pas travaillé avec lui, bien sûr. Il était déjà mort en 64, mais ces gens-là étaient guides et aussi très bons skieurs, généralement. Naturellement. Contamine, évidemment. Très Voilà. bien, c'est un grand plaisir. Merci. Merci, Ansel. Même en ville, même. Parce que ce qui était merveilleux, c'est qu'on avait envie, on n'était pas toujours très bon. Et des rencontres des patients. Eric Decamp, quand même on va s'appeler par le nom de famille. Ravi d'être encore avec vous à Chamonix. N'est-ce pas, ravi d'être en vie? Et oui, naturellement. Mais j'aimerais que je parlais avec toi d'une petite expédition qu'on avait montée avec les Niçois, où il y avait, c'était au Pabil, au Népal naturellement, dans le massif du Ganachimal, avec Guy Dufour et Alain Richier. Grand souvenir pour moi, parce que c'était la toute première. Ah oui. T'étais jeune. J'avais 26 ans, et j'avais eu la chance d'être invité par vous. D'ailleurs, je pense que tu es en partie responsable de cette invitation, puisqu'on se connaissait déjà. Oui. Et alors pour moi, c'était une occasion super, quoi. Tout simplement. Hein. Mais pour tous, hein, à l'époque. Ben si. Oui, mais moi, voilà, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. T'étais le plus jeune. J'étais plus jeune. Et puis en plus, c'est arrivé comme ça. C'était une proposition. Je crois que quelqu'un n'avait pas pu venir. Je ne me rappelle plus. De l'équipe des Niçois. Et tu m'avais proposé gentiment de venir. Ça. Parce que moi, je ne suis pas 06 à la base. Oui. Je suis plutôt 75. Oui. Mais il y en a d'autres. C'est voilà. pas grave. Et Guy Dufour, après, tu l'as connu parce que au-delà du Pabil, que vous avez vaincu, naturellement, Cocorico, hein, on a eu beaucoup d'ennuis dans cette expé, mais vous avez été au sommet. Mais au-delà de ça, tu as été professeur avec Guy Dufour aussi. J'ai d'abord été stagiaire avec lui, puis collègue. Ouais, oui, Voilà. c'est ça. Donc oui, on s'est côtoyé quelques années. Moi, je ne suis pas resté très longtemps à l'ENSA, mais on s'est côtoyé quelques années. Et pour moi, ça faisait partie des personnes qui comptaient, quoi. Qui avaient quelque chose à apporter, qui était, qui était vraiment important, quoi. Ouais, ouais. Et il y avait d'autres profs à l'École nationale qui ont été importants. Serge Moulière, parce que ça a été un de mes stagiaires. Et puis, naturellement, Patrick Béraud. Voilà, Patrick, je me rappelle l'avoir vu quand il avait passé l'ASPI. Il bondissait. Il grimpait pas, il bondissait. C'est absolument ça. Moi, je l'ai connu à 14-15 ans chez nous, dans le Sud. Ça a été un coup de boost extraordinaire, c'est vrai. Et il bondissait avec une grande gentillesse. Mais tout le monde l'a aimé. Hein. Dans ce film-là, tout le monde en fait référence. Il y a des gens qui font vraiment référence dans le Sud. C'est Ruggieri et Huguetto, qui étaient amateurs. Gounand, Béraud. Et puis des gens... J'ai envie de parler d'autres Niçois qui n'étaient pas nécessairement profs à l'ENSA. Ben, il y a eu Stéphane Benoît aussi plus récemment. Mais d'autres personnes qui se sont exportées. Et je pense que tu les as connus. À Luniero, à Patrick. Oui, bien sûr. À Georges Unia. Oui. On se croise toujours, occasionnellement. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et puis, un aussi qui a fait école, mais bon, il est beaucoup plus jeune, c'est plus récent, c'est Yannick Gradiani qui rentre à la compagnie des guides. Mais c'est ces gens qui ont été dans le secteur compagnie, association, presque dissidente, les camions, etc. Oui, oui, tout à fait. Puis bon, c'est sympa de voir qu'il y a une continuité entre ces générations plus anciennes autour de Nice et puis le fait que ça continue vraiment. Bon, cela dit, Nice c'est un paradis pour grimper, donc c'est pas forcément très surprenant, mais ça a un côté sympa de voir un fil conducteur, quoi. Ouais.
Le fil conducteur, moi, de par ma carrière, j'ai pris la retraite en 2002. Je m'arrêterai dans mon discours à Patrick Béraud. Mais je sais que derrière, et j'espère qu'un Stéphane Benoît qui fait de lance maintenant, avec les jeunes, il y a les jeunes qui arrivent, mais ça, c'est le 21e siècle. Moi, et je m'arrête voilà. au 21e. Et moi, à peine plus tard. À peine plus tard. Ouais, ben voilà, on va rester là-dessus. C'est presque une chute. Super. Merci Michel. Ça m'a fait plaisir de participer à ça. Merci. Je suis ravi de vous recevoir. Ravi de te revoir. C'est Morphu, c'est ma retraite. Voilà. Ta retraite, il y a pire. Jeannot Gounand, qui est la mémoire du vieux. Gérard Thomas, grand grimpeur et puis guide de montagne. Je suis ravi de les recevoir chez moi. Merci bien. Si vous voulez venir. Vas-y Gérard. Mais je suis ravi de vous avoir à la maison. Et Jeannot, je m'adresse à toi tout de suite, parce que tu es un peu notre mémoire. Et j'aimerais aborder la période après les années 60. À partir des années 60, l'équipe marquante, c'est celle composée par Franck Ruggieri et Didier Huguetto, qui ont été actifs sur l'Argentera, mais plutôt sur le Cornostella. Et ils ont commencé à ouvrir des voies de bon niveau pour l'époque, notamment la directissime de la face sud, et après ils ont ouvert la directe de la face nord. Et pour l'époque, c'était remarquable. Pardon, j'interviens, mais en même temps, sur Saint-Janet, vous étiez en train de bonifier des voies, de les corriger, et je m'adresse peut-être à toi Gérard, il y a des grimpeurs qui ont pointé leur nez et qui étaient de grande valeur. Oui, ça a commencé, je dirais, vers 68 à peu près. 68 aussi. À peu près, oui. Tu vois, là, il y a toute une vague de jeunes d'époque, bien sûr, dont moi, qui sont arrivés, qui ont profité des événements de mai 68, vu que les courses sont arrêtées. On a pu faire plus de montagnes. Et puis moi, je suis arrivé en 68. Voilà, une heureuse rencontre. C'est bien. Bien. Et tous ces jeunes grimpeurs qui sont devenus, à mon sens, vite très performants, ils ont fait des correctures de voie, ils ont commencé à essaimer un petit peu à gauche et à droite, et aller dans les massifs extérieurs. Il y a eu des choses qui se sont passées lointainement. Nos anciens, il y a eu Loisan, je pense à Jean Franco et sa femme ont publié des écrins. En 43 ou 44. Il y a eu Jean Vernet aussi, avec son frère qui était souvent dans l'Oisan. Après les Vernet, excuse-moi, ils avaient fait... Non, Jean Vernet et Rouben Toumaïev avaient ouvert déjà l'arête rouge, qui est à droite du pilier sud des écrins, et qui est, à mon avis, est une très très belle réussite, mais qui est complètement oubliée, peu connue, au profit du pilier sud, qui est peut-être plus une arnaque. Ah oui, je pèse mes mots, parce que la voie de l'arête rouge, c'est majeur. Et Gérard, parle-moi un peu de vos évasions dans les Dolomites. Les Dolomites, si tu veux, les Dolomites c'était un mythe, son jeu de mots d'ailleurs. C'était un mythe parce que il y a longtemps, une fois, je redescendais du Viso par la voie normale à l'époque et je tombe sur des Italiens qui m'ont parlé avec force de détails et de gestes de main, tu t'imagines, des Dolomites. Et quelque part, c'est devenu un mythe pour moi. Et quand j'y suis allé, la première fois que tu débarques là-bas, que tu vois ces parois, franchement, Michel, c'est un choc. Et j'en suis tombé amoureux. Opinion partagée. Voilà, j'en suis tombé amoureux. Alors je fais juste un petit correctif à propos, vous parliez donc des régénérations des franco-gurétians. Il y en a un,
il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, deux, pardon, qui sont allés grimper là-bas. C'était Marcel Mallet et Georges Kogan. J'ai retrouvé dans les archives de Dolomitardes, oui. J'ai pas retrouvé. Oui, ils ont fait une répétition, et pas n'importe quoi, de la Soleider à la Chivette. Le seul Français... En quelle année là? Ouf, dans les années 50. Oh. Oui, le seul Français qui était passé avant eux, c'était Rébuffat. Bon, j'aimerais aussi que l'on parle de ce que j'appelle moi, quand je suis arrivé dans la région, du groupe du Franc. Parce que Michel a été un très très grand rechassier, il était parisien. J'ai connu sa génération sur Paris, moi. Et puis il y a plein de gens qui étaient, de jeunes, qui étaient autour de Michel. Et tu en fais partie, quoique. Vous êtes un petit peu à la frange de toutes les marges, vous. Oui, Michel, c'était la personnalité un peu dominante. Hein. Quand il est venu à Nice, déjà c'était un alpiniste accompli. Il a fait les Joras, c'était mythique. Avec Bérardi. Voilà. Et donc, pour nous, à Nice, on connaissait personne et Michel servait un peu d'exemple. C'était un encouragement, quoi. Parce qu'en même temps, il y avait Franck et Didier, mais ils étaient un peu à part par leur activité professionnelle, donc on les voyait moins. Et Michel, il était très présent. D'ailleurs, l'activité essentiellement se passait au Bahut de Saint-Janet, donc tout le monde se retrouvait à Saint-Janet. Donc pour nous, c'était l'exemple, c'était l'image. Voilà. Donc après, chacun, ceci dit, les bons alpinistes ne se mêlaient pas avec les débutants. Hein. Les débutants faisaient leur vie entre eux. Et même les plus modestes, les plus basiques étaient très 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 courageux. Parce qu'ils se prenaient en charge de A à Z. C'est-à-dire avec peu de choses à leur place, mais ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Il ne faut pas l'oublier. Mais Gérard, j'aimerais, tu étais un petit peu à cette frange de la marche, et tous ces jeunes qui étaient débutants, j'en ai connu pas mal, moi, dans mes formations, qui sont devenus guides aussi. Et toute cette génération, là, on va pas passer trop longtemps dessus, mais il y a une forte génération qui sont de l'éménation au départ de Saint-Janet, du Massif Arrière, du Verdon, et plus loin. Oui, bah écoute, nous on a commencé, donc comme je te dis, à peu près en 68, quoi. Donc on est arrivé, alors tu avais tous ces grandes vedettes, tu vois. Alors à la fois on avait quand même une certaine dose d'irrespect, comme tous les jeunes, bien entendu. Mais tu es quand même impressionné, quoi, tu vois. Hein, tu prends Jean Gounand, Jean Gounand c'est celui qui avait répété la face nord du Corne. Bon, la face nord du Corne, quand tu la vois, elle fait peur quand même, quoi, tu vois. Michel Dufrance c'était une ancienne pure lumière, quand tu voyais encore faire ses mouvements, ça l'imposait, tu vois ce que je veux dire. Donc petit à petit, nous on commençait à s'imposer, je dirais, avec des idées peut-être un petit peu neuves aussi, tu vois. L'envie d'aller voir d'autres massifs, quoi, tu vois. Peut-être moins de crainte aussi, parce qu'au fond, des fois, tu réalises pas, tu sais, hein, l'inconscience, elle peut te tenir lieu de courage, quoi. Tu vois, c'est dur de faire la part entre les deux. Et quels sont les jeunes dans leur réussite qui t'ont le plus marqué? Je dirais de manière évidente Patrick Béraud. C'est notre star. De manière évidente Patrick Béraud. Après, tu en as qui ont suivi des voies différentes. Je pense par exemple à Michel Bricola, tu vois, qui lui s'est plus orienté vers l'écriture, vers... c'est bien aussi ce qu'il a fait, quoi, tu vois. Gens comme Christian Sounier, qui lui finalement après un petit peu dérivé aussi sur la mer, sur d'autres choses. Je l'ai eu beaucoup dans mes stages, Christian Sounier aussi, je l'apprécie bien. Voilà, oui, à peu près. Hein, parce que après, il y en a beaucoup, si tu veux, qui ont un peu été des comètes, quoi, tu vois. C'est-à-dire qui sont venus, qui étaient même relativement doués, mais qui n'ont pas continué, quoi, tu vois. Voilà. Écoutez, je vous remercie de ce petit propos. Sachez que je vous ai apprécié et que j'ai apprécié aussi beaucoup de jeunes que j'ai eu le plaisir d'avoir dans mes stages et qui ont réussi, et je pense un peu aux filles, je pense à une Françoise Quintin par exemple, qui était bonne, un Georges Unia, un Pierrot Brézy, un Serge Moulière, c'est des gens et des jeunes qui m'ont fait énormément de plaisir. Et un qui a beaucoup grimpé en solitaire déjà, c'était effectivement King Gurekian. Oui, il a tout fait là-bas en solitaire. Il a fait beaucoup de choses. Hein. Et dans des temps
déjà remarquable. Oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. Il a fait en solitaire, mais à l'âge de 20, avant les écrins, tout ça, il avait fait les tours jumeaux sur les écrins. Oui. Il a fait des choses là, tout jeune, à 20 ans. Il a traversé des ailes froides. Oui, ça m'avait impressionné. Bien, pour l'époque. 6 ans et demi, je crois. Oui, surtout qu'à l'époque, c'était la guerre, hein, il devait être pas très bien nourri, pas très bien équipé. C'était un peu difficile pour lui. Mais c'est un bon, hein. C'est un bon. Dans les records, un jour, avec Keane, je lui avais posé la question pour la voix Mallet. Parce que la voix, elle a été faite à un quart d'heure. Le fameux quart d'heure. Le fameux quart d'heure. Alors il m'a dit, moi, c'est pas moi qui ai chronométré, c'est Madame Sioux, son épouse. Elle m'a dit, j'ai mis un quart d'heure. Bon, il me dit, je sais que je grimpais vite, mais je n'ai pas vérifié. De toute manière, je n'avais pas de montre. Je peux pas. Mais il devait grimper très, très, très vite, de toute façon. Sur ce sujet, je vais rajouter une chose très, très courte. Pendant un temps, René de Maison était à Saint-Janet et il venait à la maison aussi. Et on s'entraînait. On s'entraînait à faire plusieurs voix dans la matinée. Et véritablement, lui s'est amusé à battre ce fameux record du quart d'heure. Oui. Et en fait, il était en colère parce qu'il marquait tout le temps 20 minutes. Voilà. Alors d'où est-ce que ça a été pris? Est-ce que le chronomètre était favorable? On ne le saura jamais. Ah ben Madame Chious, elle doit être amoureuse, hein. Elle a dû avaliser. Non, favorablement. Ça reste une performance. Même une demi-heure, ça reste une performance, hein. Ben merci bien. Mais là, avant de partir, qu'est-ce que ça vous fait pratiquement de grimper à un espace où les Niçois des années 40 s'entraînaient, et ça va bientôt faire 80 ans? Oui, c'est ça. Oui. Un an près. Un an près, on va pas chipoter. Et on était en zone libre. Ouais. Ben oui, pour cause que quand la France était occupée, et puis surtout la crête frontière était interdite. Donc les alpinistes niçois avaient trouvé comme exécutoire la pratique du Baoud de Saint-Janet. Et parfois, même souvent, ils partaient à pied. Ils faisaient à pied. J'ai souvenir d'une histoire de Jean de Franco. Ils étaient partis à la sortie de Nice, Saint-Isidore, ils devaient habiter par là, ils étaient montés à Guillaume à pied. 100 km, ils étaient partis le soir pour arriver le lendemain soir. Et ils faisaient et Saint-Janet, qui me disait lui me l'a dit, ils partaient à pied. Alors, ils traversaient par les collines niçoises, ils prenaient des raccourcis, mais au plus clair, avec comme viatique des pommes de terre cuites à la vapeur ou des pâtes dans le fond du sac. Une autre époque, quoi. Ils n'étaient pas alourdis par les mousquetons ni les pitons. Hein. Ils ne les avaient ni pas. Les baudriers, mais bon, ils avaient un enthousiasme. C'est ça que c'est extraordinaire, cette envie de vivre et d'aventure, de choses simples, mais qui rendent heureuses. On est donc dans des espaces, Saint-Janet, où les meilleurs grimpeurs de l'époque, pendant la guerre, juste Deuxième Guerre mondiale, se sont mis à ouvrir des grands itinéraires dans la Grande Face. Et il y a des lieux privilégiés où ils s'entraînaient, comme ici, la dalle à Claude. Alors pour illustrer cette fameuse dalle de Claude Cogan, nous avons ici aujourd'hui Jeannot Gounand, qui est à l'assurance, et Gérard Thomas, qui est devant, en train de se battre, me dit-il. Alors, ils ne sont plus d'une prime jeunesse. Alors donc, je reprends un petit peu ma chronologie des choses.
Et puis une voie où j'aime bien réunir tous ces jeunes grimpeurs de la nouvelle génération, la fascination, avec Patrick Béraud, Gérard Thomas, qui est en train de grimper maintenant, et Ala Jacobson. On verra apparaître aussi dans cette lignée-là Françoise Quintin, Christian Sounier. D'autres grimpeurs viendront ensuite compléter ce grand développement, mais je le laisserai dire à des gens qui sont devant vous, et surtout avec notre témoin numéro 1 de ce qui s'est passé à Saint-Janet, Jean Gounand, qui est à l'assurance. Gérard arrive dans le dernier pas de la dalle de Claude. C'était donc dans les années de l'après-guerre. Déjà, vous voyez, les gens savaient grimper, et c'était ce qu'on appelait l'école niçoise à l'époque, en opposition de l'époque de Fontainebleau, qui était de l'école de Pierre Alain. Je fais la manip? Oui. Rollo, ça va beaucoup mieux, hein, Jeannot. Oui, oui. Alors là, vous avez un peu la mémoire de tout l'alpinisme, de toute l'escalade et de l'alpinisme de la région. C'est Jeannot Gounand. Jeannot pour les intimes. Il a simplement 80 ans. Mais Gérard, vous avez quand même une cordée consistante au niveau de l'âge, tous les deux. Ça fait combien? Écoute, fais l'addition, on va arrondir, tu es pas loin des 150 ans, un peu moins. Ah, il y a 150 ans dans la cordée qui se bouge. Un peu moins, me dit-il. Un peu moins, mais bon, on arrondit, Michel. Bon. Je descends, Jeannot. Et là, on a une pratique de l'escalade qui est devenue une grande classique maintenant. C'est ce qu'on appelle la moulinette. C'est-à-dire que ça permet d'aller dans des endroits absolument horribles sur le plan de la grimpe. Et c'est un terrain d'entraînement extraordinaire sur le plan technique, naturellement. Ça permet d'aller dans des passages très très difficiles et ça. Et on avait fait la voie des guides au Trésor des Brenta, ouverte par Bruno de Tassis, qui était le gardien du refuge. Et alors, Gérard parlait avec Bruno, on parlait qu'il n'y avait pas beaucoup de pitons, etc. Et Bruno il a dit oui, mais le poids des pitons à la taille, c'était handicapant, parce que c'était des baïonnettes Lebel, des histoires, des trucs qui faisaient 500 grammes, quoi. Alors, il fallait s'en priver, il ne fallait pas mettre le moins de pitons possible. Hein. Ouais, parce que moi je lui avais dit, mais Bruno, je dis quand même, t'as vraiment mis beaucoup de choses. Viens les couilles, viens les couilles. Je le suis, il m'amène dans l'arrière-boutique, il me sort, tu sais, c'est pitons faire forger, et puis il me dit, quand t'en as 4 comme ça à la taille, ça fait lourd, tu sais. C'est pour ça, quand tu dis le poids des pitons. Bon, ben, il faudrait peut-être y aller quand même. Allez, on va y aller. Ça glisse, ben, la technique a progressé, mais la paroi... Elle a progressé aussi. Elle a progressé en difficulté par le fait qu'elle s'est marbrée et qu'elle glisse. Ah oui. Et pourtant, elle n'est pas mouillée aujourd'hui. Non. Alors cette fissure, on l'appelle la Knobel. Ouais. Avec une pensée, je suppose, pour la fissure Knobel à Charmoz-Grépon à Chamonix. Il y a des grandes chances. Mais vous faites encore une belle cordée, les deux, là. Bon, comme on dirait, vous n'êtes pas dans la catégorie cadet junior, mais vous restez encore un bel exemple pour les générations qui montent. Il faut se dire qu'en 1940, Marcel Mallet ouvre déjà la Mallet. En 1943, l'Inominata est ouverte et les Trois Miches en 1945 par Jean Franco, King Gurikian. Ensuite, d'autres voies vont enchaîner dans la Grande Face. Une voie particulièrement belle. En 1947, l'étrier est ouvert par King Gurikian et Georges Cogan. Elle sera corrigée, cette voie, un peu plus tard, 10 ans plus tard, par Guy Demange et Michel Dufranc.
Michel Dufranc, qui sera un grand grimpeur sur Saint-Genès et qui apparaît dans la région. En 1958, le jardin suspendu est ouvert par un très grand grimpeur, Franck Ruggieri, avec Michel Dufranc et Francine Cravoisier. Une voie importante est ouverte dès 1959, qu'on appelle la Directissime. Une grosse voie dans la grande face est ouverte, en plusieurs fois, avec plusieurs grimpeurs, qui sera la Mafia. C'était le test pour en fait être considéré comme très bon grimpeur. Elle sera ouverte dans une partie par Franck Ruggieri, Didier Huguetto, et tous les grimpeurs vont s'y frotter pour qu'un jour apparaisse un jeune et brillant grimpeur, Patrick Béraud, qui va l'effectuer en libre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Luc Morisset et Christine, sa sœur, pour avoir un témoignage de la vie de Jean-Marie Morisset. Jean-Marie a terminé sa carrière comme directeur technique de la station d'Isala 2000 où nous sommes. Christine, ça va? Ouais, ça va, Michel. Bonjour Michel, ça va ou pas? Bien. Ben, on va se mettre là-bas sur le balcon? Oui, très bien. Ça va être bien. Ouais. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique en plus. Mais Christine, ça me fait plaisir. Moi aussi, Michel. J'ai envie de parler de Val-de-Blore, de Saint-Martin, et puis ce que je sais, c'est que ce que j'ai appris, c'est que tu grimpais beaucoup en école. Oui, j'ai grimpé beaucoup en école, ça c'est sûr. Hein. Ben, avec papa, oui. Évidemment, il avait organisé l'école d'escalade 2 ou 3 fois par semaine à partir du mois de juillet jusqu'à fin août, toutes les vacances d'été. Il faisait donc ces 3 séances et il essayait de drainer un petit peu tous les jeunes de la vallée pour les initier à l'escalade. Et nous, évidemment, étant sur place à la maison, allez, hop, tout le monde partait pour grimper. C'est ça, parce que ton père, il a un peu plus de 10 ans que moi, donc on s'est connus, nous, par le ski. Mais donc il a dû initier pratiquement tous les jeunes et tous les jeunes guides qui sont vieux maintenant de Saint-Martin. Ah ben oui, bien sûr, hein, tous les anciens, Delphin, Alain Richier, Jean-Claude Bergondi qui a fait beaucoup de choses avec lui, Jean-Claude, ski de rando, enfin, et beaucoup de grimpes aussi, enfin, tous les anciens qui sont pas beaucoup plus âgés que moi quand même, tous les anciens, et c'est sûr qu'on a eu quand même énormément de chance à cette époque-là de pouvoir faire ce sport dans des super conditions, quoi. Parce que ça a été pour moi, ça a été moi je suis arrivé en 68, c'était le leader un peu du long pays, dans le sens où il ne faisait pas que son métier pour lui propre, il était ouvert à tellement de choses. Ah ouais, et moi, c'est le souvenir que j'en garde. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on se retrouve. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis, il est quand même arrivé à drainer des gens tels que Ray Buffat dans la région. Tel que De Maison qui est venu le voir à la maison. Hein, moi j'avais interdiction de faire du stop. Ça c'est une petite anecdote très rigolote. J'avais interdiction de faire du stop et bon, à 15 ans, les interdictions, hein, on ne les connaît pas trop. Et on voit une voiture, on commence à faire notre stop. Et c'était qui? De Maison. Et je vois des affiches de Maison et il me dit, Monsieur Morisset, il habite où? Je dis, ben, Monsieur Morisset, vous allez me laisser un petit peu avant et puis je vais vous montrer exactement parce que c'est mon père et surtout, vous ne m'avez pas vu.
enfin donc de maisons. Enfin, il y avait des tas de grands grimpeurs qu'on fréquentait. Parce qu'il est Gary Heming, j'ai grimpé avec Gary Heming. Waouh, moi aussi. Toi aussi, mais c'est... Au secours Oh, dans un secours à la Passoise des Brunes. Ah ouais, mais moi c'était... Alors quand mon père m'a dit il y a Gary Heming qui vient, j'avais des ailes, j'étais là, j'avais des ailes. C'était fabuleux, on s'en rend compte après de toute cette époque. Hein, c'était une époque fabuleuse. Moi j'étais jeune, c'est sûr, hein, j'avais quoi, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 après, où je grimpais un peu plus avec mes copains qui l'avaient initié. Ils me laissaient partir parce qu'ils les avaient tous initiés, tous les copains de Val-de-Blore, ils les avaient initiés, quoi. Et puis à Isola 2000, on a un ami commun, c'est Salter, qui a été guide, qui est très proche de moi. Ah ben, oui, c'est sûr, c'est sûr. Qui est mort, hélas, et ouais, ouais, évidemment. Ben Luc, ce qui me fait plaisir, c'est que on est aux Alpes du Soleil, là. Ah, aux et Alpes le du bouquin Soleil. de ton papa. Ah oui, tout à fait, là c'est le cœur. Et c'est bon, d'ailleurs, en partant d'ici, qu'il a refait tous ses itinéraires pour rédiger le bouquin. Et, il a grimpé avec des bons grimpeurs, des très bons grimpeurs. Ah, il a grimpé avec des très bons, ouais, des très bons, notamment Didier Huguetto, qui était mon parrain. Ah oui, donc qui était vraiment un ami très proche. Et puis il a grimpé avec pas mal de gens en Vésubie et on a eu la chance de voir défiler des tonnes de célébrités de l'alpinisme chez nous à l'époque. Ouais, c'est sûr. Mais il a grimpé aussi avec des plus jeunes parce qu'en fait, on est tous avec des dizaines d'années de différence. On doit avoir 12-13 ans de différence et avec ton père c'était pareil, donc ça fait beaucoup. Mais j'ai connu aussi des gens avec qui il a travaillé pour son bouquin, qui étaient à Isola. Je parle de Serge Moulière, je parle de Serge Ayot. Serge Ayot, naturellement. Ouais. Serge Moulière, Serge Ayot, parce qu'il était vraiment isolien. Donc quand ils ont refait les itinéraires, ben, évidemment, il est allé avec tous ses copains. Après, c'est vrai que sur la période de Val-de-Blore, ben, il avait mis beaucoup de jeunes à l'alpinisme, avec qui il grimpait aussi, hein, que ce soit Jean-Claude Bergondi, que ce soit ceux qui sont devenus guides, Alain Richier, Delphin Richier, Jean-Marie Garin, etc. Il a beaucoup grimpé aussi avec Gounand. Avec Gounand, oui, tout à fait. Ouais. Parce que Gounand, par ailleurs, je l'ai interviewé à Saint-Janet, mais c'est la mémoire aussi. Ton père serait présent, ça serait une mémoire pour ce film. Ben oui. Et Jeannot m'a dit que du bien d'ailleurs. Et voilà. Et moi, ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé ici, c'est que ton père était vraiment quelqu'un d'ouvert et en fait une dynamique. Il avait une dynamique énorme et c'était vraiment un leader. Il était leader, il avait une dynamique et spécialement pour le développement de tout ce qui était découvert de l'alpinisme. Parce que même en arrivant à Isola, une de ses premières choses qu'il a voulu mettre en place dans les activités d'été, c'est une école escalade. Parce que c'est quelque chose qui avait très bien marché à Val-de-Blore et à Saint-Martin. Et donc ici, il fallait une école escalade. Et donc comme Serge Ayot était là et pouvait faire le guide, donc automatiquement, il y avait cette école escalade. Au départ d'Isola, ils ont organisé rapidement des collectives. Ils faisaient collectives à l'Argentera, au Viso, etc. etc. Il y a eu des voies. Rapidement, ils ont ouvert quelques voies au Tavels, dans le Klaus, et donc c'était un petit peu développer des nouveaux itinéraires d'alpinisme en partant d'Isola, parce que même ce qui était fréquenté comme les Jain, les gens à l'époque partaient par le col de Salaise, et en étant ici à Isola, ben, c'était aussi commode, sinon plus, pour y aller. Donc on a fait, oui. C'était pas inscrit dans les mentalités, c'est tout. C'était pas inscrit. On était trop fixé sur Saint-Martin. Sur Saint-Martin et sur le plus proche, hein, Quart des Herbes, c'est le petit coin. Bah, écoute, j'étais très très content de vous retrouver. Oui, ben nous aussi. Ça m'a rajeuni un petit peu. Oui, et puis bon, c'est vrai que c'est une belle époque d'enfance, parce qu'on a partagé ça avec lui, et c'était vraiment sa passion, parce qu'indépendamment du ski, qui était quelque chose qu'il aimait beaucoup aussi, je crois que la montagne et l'alpinisme avaient une partie encore plus importante dans son cœur. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on envisageait, quand on voulait devenir
professionnel de faire guide moniteur. Quoi. Bah oui. Parce que et ton père a été un énorme pluriactif. Il a eu plusieurs activités. Ouais. Mais merci Luc. Merci Michel. Christian, c'est un grand plaisir pour moi de te revoir. Ouais, moi aussi. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a travaillé ensemble hein, quand même. Effectivement. Et bon, tu es de la génération avant la mienne, naturellement. J'aimerais savoir quels sont les gens qui t'ont marqué et les grimpeurs qui t'ont marqué, hein, pas uniquement guide. Et pourquoi? C'est clair que moi je suis d'une génération des années 75-80. C'est là où, on va dire, l'escalade libre s'est énormément développée. Juste un petit récapitulatif de l'escalade libre. Au début, les alpinistes grimpaient un peu n'importe comment. Dans les années du XXe siècle, certains alpinistes ont commencé à avoir une certaine notion d'éthique de l'escalade, notamment Mumry. On a eu Preuss, on a eu Hermann Buhl qui commençait à faire des solos dans tous les sens. Et dans les années 70-80, certains alpinistes ont commencé à penser libre, notamment en Belgique, un alpiniste qui s'appelait Claudio Barbier, qui se rendait compte qu'en grimpant, il arrivait à sauter des pitons, donc il donnait un petit coup de peinture en jaune et on a eu cette notion de jaunir, c'est-à-dire je passais sans utiliser le piton. Cette escalade s'est développée hein, avec des gens comme Cordier et elle est arrivée dans les Alpes du Sud dans les années 75-80. Et là, nous, grimpeurs du Bar de Saint-Janet, de la Turbie, du Verdon et autres, on a aussi essayé d'appliquer cette méthode-là. Et chez nous, dans les Alpes du Sud, on a quand même eu un leader là-dessus qui s'appelait Patrick Béraud, malheureusement, Patrick Béraud, qui a été à l'initiative de libérer un maximum de voies, notamment au bar, puisqu'on était amoureux et la Turbie. Et nous, derrière, ben, nous avons été tirés par Patrick Béraud et on a essayé au mieux d'appliquer ça avec les moyens qu'on avait techniquement, voilà, et physiquement. Bah, vous avez fait une belle génération quand même. On a fait une belle génération, d'autant plus qu'on a été une génération qui a appliqué ça en haute montagne aussi, puisqu'on est allé grimper dans les Dolomites, on est allé grimper en Suisse, on est allé bien sûr à Chamonix et on a essayé aussi de libérer au maximum. Et ça a été aussi une époque où l'alpinisme en général s'est énormément développé, et notamment avec la notion d'enchaînement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi certains livres majeurs qui ont été à l'initiative de ça, notamment dans les années 75, le livre de Messner, Reinhold Messner, où il appelait le 7e degré, et qui a fait que beaucoup d'alpinistes de ma génération sont tombés un peu en admiration devant Messner, et en même temps devant ce livre qui bouleversait carrément la notion d'alpinisme, et même en haute altitude, puisque ça a été un des premiers à réaliser en 24 heures les allers-retours sur les 8000. Et on a vraiment été, je pense, dans les années 70-80, une génération qui a bouleversé un peu la notion d'alpinisme, que ce soit en falaise ou que ce soit en très haute montagne, quoi, avec les enchaînements rapides et ainsi de suite. Quoi. Et moi j'ai bien vu ça, moi qui suis de la génération des hivernales avec Seigneur, il est bien évident qu'on a terminé une forme d'alpinisme, j'ai envie de dire, je l'ai tout le temps dit, un alpinisme ancien. Et derrière, il y a eu l'alpinisme effectivement enchaînement, solitaire, et ça s'est appliqué même en Himalaya. Alors, effectivement, mais on peut replacer aussi le contexte. N'oublions pas qu'est-ce qui a fait énormément évoluer l'escalade aussi, c'est le matériel. Ta génération grimpait avec des super guides, des super dévoluis, des machins comme ça, alors que ma génération a découvert les premiers chaussons, les Pierre-Alain, les EB, qui nous ont permis d'avoir une légèreté au niveau des pieds, des baudriers adaptés à l'escalade, des cordes, hein, qui ont facilité un petit peu cette progression aussi. Hein, faut pas... Et puis aussi, peut-être une notion d'entraînement qui n'était pas encore vraiment instaurée dans votre génération, puisque c'était plutôt du foncier, alors que nous, on grimpait énormément, hein, dans le bloc, et ainsi de suite. Je pense que nous avons été une charnière qui a essayé de développer ça, et puis maintenant on le voit, c'est des solos dans tous les sens, c'est des 24 heures dans des parois à la vitesse grand V, et ainsi de suite. Des enchaînements sur les 8000, des enchaînements en haute montagne, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et Christian, je vais te dire merci quand même, parce que tu as eu la gentillesse de m'emmener pour aller faire le Kidou Show. Oui, c'est quand même la montagne la plus haute que j'ai faite seulement. Ah, et c'est tout, c'était un beau projet qu'on avait monté tous les deux, c'était assez extraordinaire. Ouais.
Merci. C'est moi qui te remercie, Michel. Robert Availi, Monsieur le Président. Ah oui. Ça me fait très plaisir parce que nous sommes des vieilles connaissances. Oui. Maintenant que tu es le Président, j'aimerais que tu me parles des présidents. Ah. De façon courte, parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, ben oui. Et les plus importants. Ah ben disons, on fête les 140 ans du club, oui. Qui a été fondé en 30 octobre 1879. Alors on a eu 12 présidents. Wow. Et seulement, en 140 ans, puisque nous avons eu la chance d'avoir le comte de Sessol, qui a été à la présidence de notre section pendant 32 ans. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Le bâtonnier Gigliardi, qui lui a été 16 ans, et puis le docteur Vincent Pasquetta, qui a tenu 30 ans à la présidence. Lui aussi. Ouais. Et qui a monté l'hôpital de la Cassane. Aussi. C'était donc les notables de Nice. Oui. Je suis arrivé en 68, mouillé, dans la région. Et j'ai connu le docteur Pasquetta, et j'ai eu des très bonnes relations avec le docteur. Il y avait d'autres personnes avec lui que j'ai trouvé très importants pour la section, c'était Henri Jacquin et Vincent Tesser. Alors, oui, à deux titres différents. Bien sûr, Vincent Tesser, c'était le conseiller technique auprès de monsieur le préfet et organisateur du secours en montagne, puisque l'organisation était comme cela à l'époque. Associative. On disait monsieur Jacquin, c'est ça? Non. Henri Jacquin, moi je l'ai connu, Henri Jacquin, attaché au refuge. Au refuge. Alors, une grande figure de notre section, puisque c'était un homme, d'abord un bon grimpeur, amateur, mais un bon grimpeur, avec des premières hivernales aussi, qui a donné vraiment beaucoup de son temps pour l'entretien et la maintenance de nos refuges en montagne. Son prédécesseur était M. Wirtz, qui lui aussi a vécu des années en montagne, puisque on note dans les livres que je suis en train de feuilleter qu'il a passé 2000 nuitées dans les refuges. Oh. Ça commence à compter. Ça commence à compter. Ça paraît énorme. Oui, c'est énorme. Et pour travailler, pour apporter toutes ses connaissances, tout son entretien dans ces refuges. Donc, vous êtes en train de préparer les 140 ans? Oui, 140 ans de la section. On pense faire une journée porte ouverte et une journée anniversaire le 19 octobre. Et tu as eu une autre activité, c'est que tu as travaillé pour le Conseil général pour faire les fascicules avec Jacques Audibert aussi. Et là, on a pas mal de témoignages. C'est une belle tranche de ma vie, puisque j'ai passé 20 ans. Et sous la direction de Jacques Audibert, qui a écrit Les Alpes du Sud à ski, et qui a aussi, bien sûr, été notre cheville ouvrière pour tous les randos oxygène, qu'ils soient haut pays, moyen pays. Et cela venait en clôture, si on peut dire, du travail de fond qu'on avait fait, c'est-à-dire celui de préparer le plan départemental des itinéraires et promenades de randonnée. 6000 km. Oui, et sur ce sujet, j'étais très fier, moi, j'ai beaucoup bougé dans les Alpes et je rencontrais beaucoup de guides, j'étais très, très fier d'emmener vos petits fascicules comme ça, qui avaient, ils ont combien d'années 30 ans, non, 20 ans? Ah oui, 20 ans. 20 ans. 20 ans, enfin, les années passent tellement vite, ils doivent avoir 30 ans, bientôt. Oui. Et ça va si vite. Et quand j'allais dans les réunions de guides, que je leur donnais gracieusement ces topos, c'était véritablement un étonnement. Et il faut bien reconnaître que nos élus ont toujours été là-dessus. Ouverts. On est un département pilote. On a été un département pilote, et vraiment le Conseil général de l'époque a compris
cette nécessité d'un tourisme de randonnée et a mis tous les moyens qu'il fallait. On a pu ainsi mettre en place 6000 km d'itinéraires balisés par des poteaux de signalisation. Il y en a 2500, il y a 8500 flèches. Enfin, quelque chose, et c'est la première fois qu'un département français était traité dans toute son entité. Mais j'en suis tellement convaincu que je tenais à ce que tu témoignes sur ce sujet, mon président. Merci. Merci. Ben Michel Boss, bon, tu as le privilège aussi d'être une grande famille bien connue à Saint-Martin-de-Vésubie et dans le Val-de-Blore. Mais toi, en tant qu'alpiniste, parce que tu es un alpiniste amateur, quels sont les alpinistes qui t'ont marqué dans ta carrière? Ben, je dirais en premier la cordée Didier, Franck. Eh oui. J'avais observé qu'ils exécutaient des premières qui étaient quand même d'un niveau élevé, qui étaient très esthétiques. Et c'est vrai que bon, je regardais ça avec admiration, avec, ma foi, pourquoi pas, l'idée de faire un jour un peu de quelque chose de semblable. Et puis en fait, bon, bah, il est vrai que toutes les grandes voies avaient été à l'époque ouvertes, etc. Et donc, je me suis tourné vers les secondes, les répétitions, avec Jean Gounand. Oui. Et voilà, on était au contact de Franck et Didier, voir un petit peu comment ils s'y prenaient. Et tu as connu aussi après Michel Dufranc. J'ai connu Michel Dufranc, alors ça c'est lorsque j'étais effectivement membre du CAF, et Michel Dufranc qui organisait un stage de perfectionnement. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné dans ces stages. Et je dois dire qu'il nous a mis un peu le pied à l'étrier, dans la mesure où il nous a mis dans des situations vraiment de haute montagne, d'escalade difficile. Et donc on lui doit beaucoup à ce niveau-là. Ah, il y a une période de très fort grimpeur, oui. Ouais. Bon, il y a eu Ganon, Taon, exactement, oui. Kénis, qui est hélas, ouais, qui était emporté très vite. Et donc, au contact de Franck et Didier, ben, ça a été une nouvelle dimension dans la pratique des ascensions. Et puis, je me suis tourné vers l'alpinisme hivernal. Alors là, il y avait effectivement beaucoup de choses à réaliser. Ben, c'est l'alpinisme de notre génération. Exactement. On a le même âge. Exactement. Et parmi les souvenirs les plus importants que j'ai pu trouver, ben, c'est l'ascension de cette face nord du Cornestal. Je l'avais lu dans le topo de Vincent, du guide Vincent Pasquetta, c'est ça. Et bon, la description qui était quand même assez particulière, ambiance sévère, coin réglable, 3 jours d'ascension. Et à notre grande surprise, Franck et Didier nous apprennent que cette ascension, 4 ans après, n'avait toujours pas été répétée. Grosse surprise. Et puis avec Jeannot, on s'est quand même un petit peu regardé dans le coin et on s'est dit, mais au fond, pourquoi pas? Donc, Franck et Didier nous ont expliqué comment ils avaient procédé. À l'époque, il n'y avait pas, bien sûr, les coinceurs et tout ça. Et donc, c'était les coins réglables avec des clés, tiges filetées, etc. C'était le bricolage à l'époque. C'était le bricolage de l'époque. Mais ça tenait, a priori, ça devait nous permettre de passer. Et on a ainsi passé 3 jours dans l'ascension de cette face, avec un toit qui est quand même un morceau du genre. Et très heureux d'avoir fait cette ascension. Mais bravo. Qui était rare. Bravo et merci Michel. Mais avec plaisir. Madame Huguetto, je suis ravi vraiment de vous revoir parce qu'on s'est croisés peu de fois. Mais ça a dû commencer il y a plus de 40 ans. Oui, je pense. J'ai eu le plaisir de connaître votre mari. Et disons que l'accordé Huguetto Ruggieri, pour moi, c'était l'accordé phare. J'étais, bon, certes professionnel, mais c'était pour moi une cordée amateur de brillants alpinistes. Et je voudrais savoir, dans ce milieu très masculin, comment vous avez vécu cette époque de conquête, d'explorateurs, de tous ces grands alpinistes? Alors, en ce qui me concerne, j'ai connu surtout la famille Morisset, pour qui j'ai une grande estime, parce que mes débuts ont été ainsi. Puis également à Saint-Janet, où j'ai connu beaucoup d'alpinistes, moi qui ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Donc, qui est d'ailleurs vous n'osez pas dire que c'est un milieu macho. Oui, quand même, hein, on va le dire. Oui. Voilà. Il faut bien le reconnaître. Oui.
Et bon, donc, moi j'ai un petit peu grimpé aussi, des voies faciles, mais je n'étais pas très douée, faut le dire, voilà. Donc le parcours était bref pour moi, et le parcours par contre de Didier et tous les copains avec qui il a fait de nombreuses voies, était une belle expérience. Ah oui, et puis ça a été un grand alpiniste. Et c'est vrai que moi aussi j'ai connu Jean-Marie Morisset, avec qui il a beaucoup grimpé, c'est son fils qui m'a dit ça. Oui. Luc, qui m'a parlé de vous, j'ai été surpris. Et je crois que votre mari était même le parrain de Luc, c'est ça? Oui, absolument. Oui, oui. C'était le parrain, effectivement. Il y avait une grande amitié entre Jean-Marie et Didier, en plus de la montagne. Une famille qu'on estimait beaucoup. Mais écoutez, j'ai tenu dans ce film à ce que vous puissiez témoigner, et j'ai fait témoigner aussi Luc et Christine. C'est très bien, voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Georges Corelli, on s'est bien connus en stage, nous on a même grimpé ensemble. Je suis ravi de te voir toujours au CAF, toujours dans des fonctions importantes, on va dire importantes. Et tu t'es véritablement impliqué et dans l'enseignement et dans les refuges, je crois. Tout à fait. Madame Maillan, qui était la secrétaire générale, qui avait très bien compris ma demande et qui m'a dit « Bon, il ne faut pas que tu restes à la randonnée, il faut que tu ailles vers l'alpinie ou l'escalade ». Et elle m'a bien aiguillé parce qu'elle m'a greffé sur un stage de Michel Dufranc. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'escalade pure à Saint-Janet pendant presque 10 ans. Là-dessus, j'étais quand même plus orienté sur l'alpine, j'ai préféré faire de l'alpine que de l'escalade pure. Et avec des tas de copains, on a commencé à aller de gauche et à droite dans le massif du Mercantour. Et puis on est allé à Nozan et on a commencé et on a épluché une bonne partie des Alpes. Donc c'est comme ça que c'est venu, mais je me suis aperçu très vite que la sélection c'est bien, mais par contre sur le chemin on laissait pas mal de gens qui malheureusement je retrouvais plus tard et qui n'avaient pas eu la chance d'avoir soit les compétences, soit les disponibilités pour pouvoir poursuivre dans cette discipline qui est quand même une discipline, je dirais, exigeante, physique, technique, de disponibilité générale. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et sous l'appui de l'ancien président José Ansaldi, qui m'avait dit, le mieux, ça serait que tu passes ces diplômes, et comme ça, tu pourras créer des commissions, escalade, alpinisme, voire plus. Donc là, on a commencé à se dire, mais pour former des gens, il faut déjà que nous, on soit formés. Et on est venu comme ça à faire de la formation. Et on a eu l'appui du club alpin, à travers la présidente José Ansaldi, ensuite Jean-Pierre Martin et Éric de la Casa, et maintenant Robert Avaioli. Donc moi j'ai connu 4 présidents. Voilà, et même 5 puisque Michel Dufranc a été président. Moi je t'ai connu aussi de façon particulière à l'époque de Michel Dufranc, quand avec le club alpin j'avais lancé les cycles de formation à l'alpinisme étalés sur l'année. Tout à fait. Et tu as dû faire 1 ou 2 stages avec moi à Chamonix, oui, à l'école nationale, et je vais te donner un petit compliment, c'est que quand ça s'est arrêté en ce qui me concerne mon activité au CAF, c'est que tu l'as bien pris en relève, tout comme Brisy, tout comme Sounier, qui étaient des alpinistes, qui eux par contre étaient devenus guides entre-temps. Tout à fait. J'ai connu Michel Dufranc. Bon, évidemment, j'ai eu la chance de grimper 3-4 fois avec Georges Grisol. C'est vrai que c'était un maître pédagogique, je dirais. Voilà. Mais la grosse chance qu'on a eue aussi, c'est que chaque fois que je demandais un appui technique auprès de la jeunesse et sport, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et j'ai eu la chance que nous n'avons jamais eu un seul refus sur des stages que l'on organisait. Au début, on a organisé le Mercantour, après on est allé à Nozan, et puis on a commencé à Chamonix, et on est même allé dans les Dolomites, et voire plus loin. Et sur ces refuges, je me suis aperçu qu'ils se dégradaient très vite. Et ça me gênait, moi, de pouvoir arriver dans un refuge qui était rempli de neige, ou qui avait plus de fermeture, ou plus de chauffage, etc. Et de là, je suis venu à m'impliquer dans la commission des refuges du club alpin, à laquelle je donne un coup de main sur les dossiers techniques, parce que c'est une grosse charge administrative, et sur l'implication du bénévole pour donner un coup de main à ce que ces refuges ne se détériorent pas trop vite. Le club alpin gère 128 bâtiments, mais malheureusement les finances font qu'on n'en rénove que 3, 4, 5 par an. Actuellement, nous sommes sur un beau projet du petit refuge de Gialorgue, à laquelle nous tenons, Robert et moi, depuis des années,
car ce petit refuge a failli ne plus nous appartenir, parce que c'est le seul refuge qui n'est pas gardé, mais qui est magnifique. Évidemment, il est inconfortable, mais pour nous, alpinistes, on trouve ça génial. Voilà. Félicitations encore. Merci bien, Georges. Au plaisir. Delphin. Michel, comment vas-tu? T'es la mémoire en fait à Saint-Martin. T'es le moins jeune, nous sommes les moins jeunes. Et quels sont les personnages au bureau des guides de Saint-Martin qui t'ont vraiment marqué? Eh bien écoute, les personnages, nous, à l'époque, on avait Jean Grinda et Morisset, qui avaient donc à ce moment-là 10 ans de plus que moi. Et c'était nos idoles. C'était nos idoles parce que pour nous, quelqu'un qui avait déjà la médaille, on regardait cette médaille grosse comme je ne sais pas quoi. Hein. Et il y avait qui avec vous? On est dans quelles années là? Alors là, on est dans les années 66. 66, Jean Grinda était déjà guide, bien sûr, avec Morisset était guide. Moi, je suis arrivé en 68. De haute montagne, ouais. Et moi, j'ai passé l'aspirant guide en 66 et le guide en 68. Eh oui. Et oui, et le temps a passé. Maintenant, on est des vieux cons presque. Non. Et au bureau, vous étiez combien? Eh bien, c'était un bureau, hein, c'était un bureau. Bureau des guides de la Haute-Vésubie, on a travaillé à 7. À 7? 7 guides à Saint-Martin-Vésubie. Et sur les statuts, on peut en parler, on avait marqué sur les statuts que les guides venant travailler à ce moment-là à Saint-Martin-Vésubie devaient habiter 3 mois à Saint-Martin-Vésubie. Ah ouais. Et ils habitaient 3 mois avec leurs femmes, ceux qui avaient des femmes ou ceux qui n'avaient pas, bien sûr. Et oui. Et c'est ce qui faisait aussi, ça répondait à la petite Suisse niçoise. Ça répondait à la petite Suisse niçoise. Tous les soirs, on avait une permanence au bureau des guides qui était l'office du tourisme. Eh oui. Eh oui, c'était l'office du tourisme qui, bien entendu, nous permettait tous les soirs de faire notre petite permanence. Il y avait Madame Martin, la femme du gardien du refuge Cougourde. Paul Martin. Eh oui.
Et oui, eh ben écoute, je vais continuer là sur Saint-Martin et je vais interviewer François Schuller et puis Pierrot. Ah oui, François Schuller est arrivé dans les années 70-72 au bureau des guides à Saint-Martin. C'est ça. Eh oui. Il était aspi. Ben merci Pierrot, merci Delphine. Ouais. C'est moi Michel. Mais François Schuller, on se connaît. Ici présent. On se connaît particulièrement. T'es arrivé sur Saint-Martin dans les années 70, c'est ça? Parle-moi un petit peu de ce bureau de la Haute-Vésubie, parce que c'était comme ça que ça s'appelait. Oui, bureau des guides de la Haute-Vésubie, exactement. Et donc moi, je suis arrivé en 73, pour l'hiver 73, à Gréolières-les-Neiges, et comme guide en 73, donc à Saint-Martin-Vésubie, au bureau des guides. Alors, la connaissance a été à travers Jeannot Grenda, qui était moniteur à Courchevel, et qui m'a proposé, parce qu'il y avait une place éventuellement qui se libérait. Voilà, donc à l'époque, on était 5 guides de haute montagne. Donc, on a parlé de 7, Delphin. Voilà, mais 5, moi quand je suis arrivé, il y en avait 2 qui étaient des, entre guillemets, temporaires. Mais si je les ai énumère, donc il y avait Jeannot qui était le président, Delphin, Jean-Marie, Alain, Georges, et puis moi, 6, ouais. Et après, il y avait Guy Dufour, mais lui qui était à l'ENSA, qui venait vraiment aux intersaisons. Alors, je répète si je ne me trompe pas. Donc Jean-Marie, Jeannot Granda, le président. Oui. Jean-Marie Morisset. Non, c'était Jean-Marie Garin. Ah, Garin. Garin. Oui. Ah, Morisset était déjà à Isola. Jean-Marie était parti déjà à Isola, qui a suivi Serge Alliot. Voilà. Et qui a suivi Serge Voilà, Alliot. qui était à suivi. Donc à l'époque, le bureau des guides, c'était un bureau des guides traditionnel, hein, c'est-à-dire où on recevait de la clientèle, on organisait des écoles d'escalade. Moi, quand je suis arrivé, j'ai organisé des concours de voie normale, des choses comme ça, parce que ça ne se faisait pas que c'était un créneau, des gélasses aussi. Et après, on avait notre clientèle privée, donc comme une traditionnelle, une compagnie des guides traditionnels. Donc à l'époque, Saint-Martin était vivant aussi au niveau des hôtels, hein, et à ma connaissance, il devait en rester 4 ou 5. Donc je me rappelle, moi, jeune guide, j'allais porter les dépliants dans les hôtels, et voilà, en fait, c'était vraiment le traditionnel bureau des guides. Et au printemps, on se retrouvait souvent avec Delphin, et pour aller nettoyer les écoles d'escalade, donc l'école d'escalade de Val-de-Blore, qui maintenant s'appelle Guy Dufour, et l'école d'escalade de Salès, quoi. Donc je me rappelle, on refaisait des peintures, des numéros en bas, et puis on cimentait les pitons à l'époque. Voilà, c'était l'époque là. Et puis après, alors moi j'ai connu l'après aussi de cette période, quand avec Guy Dufour, on a voulu faire une association plus vaste, plus généreuse, qui s'appelait La Gamme. La Gamme, enfin, exact. Ça n'a duré qu'un petit moment, et maintenant, je pense que Piero Fiorucci va nous expliquer ce qu'est devenu la compagnie des guides du Mercantour. Juste une anecdote au niveau de La Gamme. Le sigle de La Gamme, c'était un client à moi de Saint-Claude qui faisait des pipes en bois, hein, je précise, et qui avait fait le dessin. Où il y avait marqué A gamme, avec un seul A, qui a été rajouté avec un A pour les accompagnateurs. C'est ça même. Voilà. Merci François. De rien. Pierrot. Oui, Pierrot Michel. Pour les intimes. Oui. Bon, Piero Fiorucci, monsieur le président de la compagnie des guides du Mercantour, c'est bien ça? C'est ça, oui. Il faut que tu m'expliques un petit peu sur la région, sur Saint-Martin, mais sur la région. Oui. Comment c'est devenu aussi réussi, j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Donc bon, pour rappeler, moi je suis à Saint-Martin depuis les années 70. Et c'est vrai que mon moteur c'était Delphin Richier, hein, qui était mon père spirituel, on va dire. C'est en tout cas lui qui m'a fait découvrir ma vocation de guide à l'âge de 14 ans. Voilà. Donc à la suite de ça, j'ai passé mon accompagnateur, mon pisteur, mon moniteur de ski et tout ça. Bon. Et ensuite, donc il y a eu, je travaillais au bureau des guides à l'époque de la Haute-Vésubie, mais quand tous les guides locaux étaient partis, quoi. Donc. C'était pas prioritaire. Je sais pas, non mais j'étais le seul, donc il y avait encore 2 manches qui étaient là, mais donc j'avais de bons rapports à l'époque avec Jean-Louis, quoi. Bon. Et ensuite j'ai été guide j'ai aspirant guide en 85 et guide en 88.
Donc il y a un nouveau bureau des guides qui s'est monté qui a été Escapade. Et voilà, donc j'ai exercé comme guide à Saint-Martin depuis et j'y suis toujours. Et ensuite, il y a une volonté de 2-3 guides de monter une compagnie des guides, quoi. Donc j'en faisais partie. Et puis après, donc, le président à l'époque était Christophe Raffon. Et ensuite, il y a eu Hervé Gourdel. Et ensuite, il y a eu moi. Donc moi, c'était, ça commence à remonter, c'était dans les années 2000. Et en fait, ce qui a donné du corps et qui a fait démarrer cette compagnie, a été le rééquipement du massif. Oui. Donc ça, c'était un gros sujet avec beaucoup de réunions. Parce que si on essaye de rassembler, c'est bien qu'il y ait des actions communes, c'était un petit peu le but. Et c'est ce qui a donné du ciment à cette compagnie. Et on y était 7-8. Donc voilà, à l'heure actuelle, on y est 45. Donc on estime avoir gagné le pari, d'avoir fédéré tous ces guides. Parce que la problématique du département, c'est sa morphologie, quoi. Ils appellent ça la géomorphologie. Pour fédérer tout un groupe de guides dans le département, c'est très difficile. Comparé à Chamonix, où Chamonix, les 200 guides habitent à Chamonix. Donc c'est très facile de se réunir, d'être là, d'avoir des projets communs et qui ont le même intérêt. La problématique du département, c'est que si on considère que Nice, c'est le noyau, et donc avec toutes les vallées parallèles, comme un éventail, ben, le guide de Tende ne va pas avoir le même intérêt que celui de Saint-Martin et vice-versa, quoi. Donc ça a été la problématique. Et donc maintenant, cette compagnie, les adhérents sont les identités commerciales de chaque vallée, quoi. Et donc la Roya, c'est le bureau des guides du Mercantour de la Roya. La Vésubie, c'est Escapade pour l'instant, mais on verra par la suite. Ça sera peut-être une identité bureau des guides de Saint-Martin-Vésubie. Ensuite, il y a la Tinée. La Tinée, il y a, pour l'instant, ici, il y a des nouveaux guides brillants d'ailleurs, qui sont David Fulconis et Damien Carati, Gabriel Bernard. Bon, ils ne sont pas encore regroupés en tant qu'identité bureau des guides, mais pas loin, il y a Oeroc à Valberg avec Greg. Ah oui. Et ensuite, si on va vers l'ouest, il y a l'Estéron. L'Estéron, il y a Gin Tonic. C'est Gin Tonic. C'est dans le Haut-Var. Dans le Haut-Var, il y a Antrone, il y a Basile qui a œuvré pas mal, mais bon, maintenant, Basile, pour des raisons de famille, habite en Italie. Mais il y a quand même encore une petite antenne, quoi, hein. Et après, il y a le bassin de Nice, hein, donc avec Guide 06, qui sont très présents dans l'alpinisme et qui relancent actuellement l'alpinisme. Et ça, c'est beau, quoi, parce qu'on disait qu'il n'y a plus de clients pour l'alpinisme. Et en fait, on s'est aperçu que quand il y a volonté, il y a chemin, quoi. Et là, il y a une volonté de la part de Stéphane Benoît, Nicolas Laferrot, Benjamin Guigonnet, de développer l'alpinisme. Et en ce moment, ils sortent beaucoup en montagne. Et voilà, donc ça, c'est bien. Et donc, cette compagnie, maintenant, gère les individuels et ses identités commerciales de chaque bureau et de chaque vallée. Et donc, on fait pas mal de projets communs, dont l'organisation du trail. On a organisé la Journée nationale des guides. Donc, maintenant, on est représentatif des guides du Mercantour, quoi. Bah, c'est voilà. bien. Voilà. C'est bien ce qu'on aurait aimé philosophiquement le faire avec Guy Dufour. Mais bon, comme à l'ancienne, les histoires de clochers, ça ne carillonnait pas ensemble. Alors moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vous avez fait les Boches. Et en fait, on peut peut-être dire que là, c'est une finition ou une demi-finition, mais en tout cas, maintenant, la réalité, c'est un beau reflet de la réalité de terrain, quoi. En tout cas, cette compagnie des guides qui gère tous ces guides individuels de chaque vallée et du département, quoi. Voilà. Mais félicitations, Pierrot, ça me fait bien plaisir. Voilà. Avec le temps, les choses se mettent en place. Je t'ai connu quand même pas très grand, voilà. Et c'est bien agréable. Voilà. Merci. Voilà. Bon.
Mais Serge, je suis ravi de te retrouver au village. Ben oui. On fait partie des alpinistes qui ont été les premiers un peu à habiter au village. Mais il y a eu des anciens. Oui. Je pense à Prangé, à Paul Constantini, à Jean Gounand, à Dufranc, et puis à la Cordée aussi, Ruggieri, Ghetto. Ah oui, toute l'école niçoise, début 70, fin 60. C'est ça. C'est ça, c'est des types qui ont inventé l'escalade dans les Alpes-Maritimes. Ils ont fait des livres, ils ont fait des choses remarquables pour un petit Et toi massif. aussi, tu as, j'ose pas dire été remarquable, mais tu as eu aussi une belle tranche de vie avec Morisset. Avec Morisset, oui, dans les années 68, 67, à Saint-Martin-de-Vésubie, on était membre du bureau des guides qu'ils avaient créé avec Jean Grinda. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Tout ça, ça a changé, oui. Maintenant, les bureaux se sont développés. Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis après, tu es parti comme d'autres sur Chamonix, sur plus loin. Je suis parti sur Chamonix, le Grand Massif. Mais c'était pas plus mieux que ça. Hein. Non, c'était pas. Mais je suis revenu au village parce que ça correspondait à ce que j'aimais, quoi. Toutes les qualités pour moi, la Côte d'Azur, le climat, l'escalade pure, même dans les mauvais mois de l'année, on pouvait grimper. Et c'est toujours vrai, c'est vraiment le plus beau pays d'escalade. Voilà. Pour Saint-Janet, bien sûr qu'il y en a d'autres, mais Saint-Janet c'est bien, c'est un bon compromis. Je recommande tout le monde de venir vivre ici et grimper. Georges, je suis très très heureux de te recevoir à la maison. Ben merci, toi. Toi qui as été un Saint-Janois, tu es aussi un homme de Chamonix, de Servoz. Oui. J'aimerais que tu me parles des années 70, voire 80. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est une époque d'un dynamisme fou. Ah, ça a été une époque extraordinaire. Déjà la rencontre avec Patrick Béron, évidemment, ça a été l'élément déclencheur un peu tout. Mais surtout, au niveau du matériel, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé des super guides au terreau-ce-soir, donc ça c'est déjà allégé, on a déjà progressé. Des terreau-ce-soir aux chaussons, aux EB, les premiers EB, ça a révolutionné l'escalade. En même temps, on a eu les premiers cuissards, les Willanges, qui ont été amenés par Lucien Selig, qui est un très fort grimpeur à Saint-Janet aussi. Et puis le dernier truc, c'est le passage à ce qu'on a appelé l'escalade libre. À l'époque, on appelait ça « est-ce qu'on a jauni ? Est-ce que tu as jauni les clous ?» Et là, le fait de faire tous ces passages sans tirer les clous, ça a été une libération fantastique. Après, on a commencé à faire des horaires, des enchaînements dans le Verdon, dans les Calanques. Et puis dans les Alpes. Dans les Alpes, jusqu'à Cham, on est allé jaunir le diète de 90 mètres en 4h30 avec Patrick, encore tendu dans la directe américaine. Donc toute cette période, ça a été la plus grande période, la plus belle période de ma vie, parce que ça a été vraiment des moments inoubliables. Alors moi je suis dans l'alpinisme ancien, l'alpinisme hivernal, mais j'ai eu le plaisir dans cette région d'être témoin de 50 ans d'évolution. Et il ne faut pas oublier, pour qu'on ne soit pas traité de sexiste, qu'il y a eu de grandes alpinistes féminins. Ah ben c'est sûr, hein, de toute façon, avec à cette époque-là, il y avait Françoise Quintin, Jacqueline, Francine, Jacqueline Malocène, Francine, la femme de Michel Dufranc, et puis ma compagne, Monica Dalmasso, avec qui on a... Et Duval, Marie-Agnès, qu'on avait oublié. Donc c'est vrai qu'il y avait, un groupe féminin assez fort. Et on a partagé énormément, avec Patrick par exemple, on avait fait l'éperon sublime avec Quinquin et Jacqueline, donc c'était les premières grandes voies du Verdon, c'était voilà, des moments, vraiment des moments inouïs où c'était très peu fréquenté. C'est une époque que j'ai vécue, mais à ma manière, comme enseignant et comme guide, mais j'ai été très très admiratif de votre génération. Oui, enfin, moi, ce que je souhaitais te dire, c'est que
c'est que tu as largement contribué à notre émergence. Moi, le stage du SCAF que j'ai fait avec toi à mes 18 ans a été la révélation. Hein, je veux dire, bon, voilà, ces encouragements qu'on a reçus à la fin du stage, voilà, en disant ce petit mot que tu avais dit, il peut prendre confiance en ses possibilités. Pour moi, ça a été une ouverture. Et après, bon, bah, après ça a filé parce que on avait des étoiles filantes avec les Brésil, avec les Thomas, voilà, il y avait toute cette génération de grimpeurs à Saint-Janet où voilà, on s'est enfilé dans des couloirs et ça a fusé. Ben, sache que j'ai été très très admiratif de cette période et de votre génération. Ouais, bah écoute, vous avez été nos traceurs, hein, nos mentors et vous le restez encore aujourd'hui. Mais non, on a parlé tout à l'heure. On peut être sérieux tout à l'heure. Mais c'est ça qui est bien dans la vie, c'est que ah tiens, le Pierrot. Regarde sa vie, c'est Pierrot. Bel crampons. Quand il nous regardait avec des yeux comme ça, ah ouais. Non, elle n'a pas vu, elle arrive du soleil. Qu'est-ce qu'il dit, Pierrot? Jusqu'au dernier moment, elle m'a laissé. J'ai tout fait pour pas passer pour des machos. J'ai pas passé pour des machos. J'ai amené la mienne, moi. Je voulais aller un peu. Oui, mais ça, je connais. Tu vas bien, toi? Ma foi. Monsieur Dibert, bonjour Jacques. Tu vas bien? Mais moi, je parle souvent de toi. Cette folle nuit sous l'orage. Vous êtes connu, quelque part. Quelque part. Au siècle passé, vous êtes connu. Voilà. Attends, ouais, moi, elle est où mon verre? Mais si tu veux, la voie glissante, tu vois, et qu'il y a un point. Hein? Ouais, carrément. C'est le Bendy. On en a connu des blancs. Ah, pour les familles, tout ça, le week-end, on va s'appeler ça. D'accord. Et puis maintenant, c'est tout. Moi, il veut pas me servir. Oh, mais moi, c'est. Bon, la réalité, c'est que. Ah! Donc, du coup, on est un peu. On est un peu quoi.